C'est du communisme. Ouais. Hello tout le monde! Moi c'est Claire. Et moi c'est Flo. Et bienvenue sur Illegally Blondes, la chaîne où on décrypte les discours culturels et médiatiques de notre époque, que ça soit les grands changements systémiques ou les petites galères du quotidien. Par exemple, vous avez travaillé très dur toute la semaine pour un salaire claqué, vous avez enfin un moment à vous et vous vous dites « Tiens, si je faisais une petite sortie dans mon quartier pour me détendre ?» Pourquoi pas m'accorder une petite pause, aller chercher quelque chose à grignoter pour me remonter le moral. Vous sortez de chez vous, vous passez devant 3 concept stores, vous arrivez enfin dans le bistrot du coin ou votre coffee shop, et là, vous vous rendez compte que votre pause va vous coûter 8 €. C'est dommage parce que vous avez déjà dépensé 60% de votre salaire dans le loyer et dans les courses qui vous coûtent un bras. Alors vous rentrez dans votre appart mal isolé, vous avez envie de crier mais hey, est-ce que les devantures de votre quartier sont pas tellement instagrammables? Trop cool comme cadre de vie! Si cette expérience vous est vaguement ou violemment familière, vous faites partie des dizaines de millions de Français qui subissent la hausse du coût de la vie et la gentrification. Mais alors, qu'est-ce que ce phénomène qui nous pourrit la vie? Peut-on l'entretenir tout en souffrant? Qui est à blâmer et comment peut-on l'arrêter? Beaucoup de questions, beaucoup de internet discourse, mais heureusement, on a quelques réponses. En général, quand on parle de la gentrification, on évoque surtout ses symptômes. Des quartiers entiers envahis par des coffee shops ou des bars à matcha à 8 €, voire même des bars à œufs, et non, ça n'est pas une blague. Salut, c'est toi qui as lancé le premier bar à œufs de Paris? Ouais, c'est moi. Mais c'est quoi en fait un bar à œufs? Viens, je vais te montrer. Des PMU chics ou des épiceries galeries d'art, ou encore des magasins éthiques vintage qui sont hors de prix, le tout avec des bobos, c'est-à-dire des bourgeois bohèmes qui se ruent dans ces boutiques sans avoir l'air de paniquer face à des prix exorbitants. Salut, tu vas bien? Est-ce que tu connais le concept? Alors, il y a du vrai là-dedans. Mais pas que. On va voir ensemble comment cette analyse du côté symbolique de la gentrification est importante, mais comment elle doit être complexifiée. Et que si on se concentre uniquement sur la petite bourgeoisie, on oublie les grands responsables de cette situation. Mais enfin, avant ce vaste programme, d'où sort le terme gentrification? C'est la sociologue Ruth Glass qui le popularise dans les années 1960 quand elle observe des quartiers ouvriers de Londres se faire envahir par des cadres ou des intellos fortunés. Donc en gros, c'est quand un quartier populaire commence à être investi par des classes plus aisées, ce qui fait éventuellement monter les prix et qui force une partie de ses habitants à partir ou qui en tout cas dégrade leurs conditions de vie. Ça peut être entre guillemets subtil et très lent, genre des gens cool s'installent dans un quartier grâce au bouche à oreille, et les générations suivantes de personnes précaires ne vont plus pouvoir rester dans le quartier dans lequel elles ont grandi. C'est par exemple le cas à Montreuil ou encore dans le quartier de Belleville à Paris. Ou alors ça peut être le résultat de politiques privées très agressives, comme par exemple à Marseille où des entrepreneurs font tout pour foutre les locataires dehors et faire augmenter les prix des loyers. Ou alors ça peut être le résultat de politiques publiques qui vont foutre les personnes racisées et les personnes précaires dehors dans le but de améliorer le cadre de vie, de construire des écoquartiers, etc. Retenez bien l'argument du cadre de vie, c'est important et on va y revenir dans le chapitre 3. Bref, de multiples facteurs favorisent la gentrification et on va les analyser. Mais dans tous les cas, ça peut être d'une grande violence pour les populations qui sont rejetées de leur propre lieu de vie. La diversité des commerces disparaît et ceux qui restent sont inabordables, les loyers explosent et même l'espace public devient oppressant. Parce que l'un des piliers de la gentrification, c'est le classisme et le racisme qui visent les populations précarisées et qui va polisser leur façon de vivre. Par exemple, en novembre dernier, le quartier de Château d'Eau à Paris a bien illustré ce phénomène. Ce coin du 10e arrondissement, qui est un peu moins cher que d'autres quartiers, est connu depuis de nombreuses années pour abriter des coiffeurs afro ainsi que des commerces qui sont utilisés par la diaspora africaine. Ces commerces, ils ont des horaires assez tardifs tout simplement parce que leur clientèle vient après le travail, donc entre 17h et 23h. Ici, le fonctionnement du quartier est utile, a du sens pour ses habitants. Mais là, c'est pas que la mairie du 10e a publié un arrêté interdisant à ces commerces d'ouvrir après 20h. Parce que ça fait des nuisances sonores et des actes délictueux qui dérangent les riverains. Une association dont le but serait de réhabiliter le quartier et de diversifier les commerces est d'ailleurs menée par la directrice communication
d'une banque. Récapitulons un peu l'audace. Des gens débarquent ou ont débarqué dans un quartier qui est moins cher, ce qui leur donne un pouvoir d'achat supplémentaire. Mais plutôt que de s'adapter au fonctionnement du quartier, ils vont imposer leurs règles en n'en ayant rien à faire de l'impact que leur petit confort peut avoir économiquement ou psychologiquement. Mais en fait, si vous ne voulez pas de boutique ouverte sous vos fenêtres le soir, ce qui se comprend totalement, bah ne venez pas! Allez ailleurs! Vous ne pouvez pas venir dans les quartiers populaires pour bénéficier de leurs avantages économiques tout en rejetant les pratiques qui les caractérisent. C'est d'une hypocrisie incroyable. Et d'ailleurs, ce phénomène a déjà été analysé. Dans ce super article pour The Atlantic, l'autrice Xochitl González analysait déjà comment les quartiers qui se gentrifiaient devenaient de plus en plus silencieux. C'est le même problème aux États-Unis et en France. Ça nous fait penser à une autre violence qui peut faire écho à cette silenciation, le harcèlement des jeunes hommes noirs et arabes, tout simplement parce qu'ils existent dans l'espace public. Mediapart a documenté ce phénomène qui s'intitule multi-verbalisation, où à Paris ou dans des villes comme Marseille, eh bien ces jeunes hommes vont constamment être interpellés par la police qui va leur mettre des amendes pour toutes sortes de prétextes dès qu'ils chillent dans l'espace public. Alors évidemment c'est une pression qui est très violente, qui peut parfois coûter des milliers d'euros d'amende, mais en plus, c'est complètement hypocrite. On fait tout pour que les logements soient les plus petits et les plus insalubres possibles, on ne crée pas des espaces gratuits et inclusifs, et après on en veut aux gens parce qu'ils passent du temps à l'extérieur. Bon, vous le voyez, on est énervé dans cette vidéo, c'est un sujet sur lequel on cogite depuis des mois. Et en plus, l'une comme l'autre, on vit en région parisienne, donc la hausse du coût de la vie, on en chie aussi. On a des potes qui galèrent, qui vivent dans des logements minuscules et insalubres, et la gentrification, on la voit partout, tout le temps. Par exemple, j'ai un rapport assez obsessionnel à ce concept parce que je peux en être à la fois victime et vecteur. Pour celles qui nous suivent depuis longtemps, vous saurez que je suis née entre le 19e et le 20e arrondissement de Paris, qui au départ est une zone assez populaire mais qui se gentrifie énormément depuis quelques années. Et je le vois un peu avec les symptômes classiques, donc des boutiques spécialisées qui sont hors de prix, mais aussi le coût de l'immobilier qui a triplé, voire quadruplé, et ça me rend un peu malade. Aujourd'hui, je vis dans le 11e qu'on a largement perdu à la gentrification avant mon arrivée, mais justement, les prix y sont vraiment très élevés. Et d'un autre côté, j'ai le profil d'une gentrifieuse qui va motiver les commerces à augmenter leurs prix. Je suis une journaliste indépendante, j'ai une dégaine un peu fashion, et je bois des boissons avec des noms alambiqués. Mais, puisque j'en ai les moyens grâce à une grosse aide familiale, malgré mon SMIC, je peux me permettre d'aller dans un quartier qui n'est pas moins cher que mon quartier d'origine, ce qui contribuerait, malgré ma volonté, à la gentrification du dit quartier. On en revient justement à notre point sur les bobos. Ce mot, il devient inutile pour qualifier la situation. Parce que oui, ce sont majoritairement des personnes qui appartiennent aux classes moyennes supérieures, à la bourgeoisie, enfin la petite bourgeoisie, et les gens qui travaillent dans la culture. Mais tous ces gens sont rassemblés sous l'étiquette de bobos. Mais en fait, ça regroupe de nombreux profils sociologiques, des gens qui ont des capitaux financiers différents et parfois même des idées politiques très différentes. Typiquement, il y a une différence entre un mec qui est directeur marketing qui gagne 3000 € par mois, qui vote PS et qui veut aller vivre dans un loft à Pantin parce qu'il sait très bien que ça va lui coûter moins cher que dans le centre de Paris, et un couple de profs qui gagnent à peine plus que le SMIC, qui votent LFI et qui galèrent à trouver un 2 pièces. Bon, on caricature un petit peu là, mais le deuxième exemple, c'est des gens qu'on connaît vraiment et qui ont désespérément cherché un appart sur Paris. Tu cherches toujours un appart à Paris. Je viens de voir votre annonce, je n'ai pas vu les toilettes, elles sont dans la salle de bain. Elles sont près de l'évier de la cuisine. Je ne vois pas de toilettes sur la photo. Au final, ils n'ont trouvé qu'à Fontenay. Pareil pour une amie qui est cadre dans une association qui s'est acharnée à chercher intramuros, mais qui au final a trouvé à Montreuil. Et elle adore, mais d'un côté, elle a conscience que ça gentrifie la ville malgré sa volonté, parce qu'elle avait juste rien trouvé ailleurs. On ne vous dit pas que ces profils ne peuvent pas être classistes ou exercer une violence symbolique comme dans le 10e, pas du tout. Simplement, on souligne juste que le mot bobo, il a plusieurs sens et il est imprécis. Par exemple, chez les journalistes, vous pouvez autant trouver des pigistes hyper précaires que des rédac-chefs richissimes. Idem à l'université, on a des profs qui sont très bien payés et des chercheurs qui manquent vraiment de moyens. À la limite, ce qui réunit tous ces gens, c'est qu'ils possèdent différentes formes de capital culturel. Et justement, c'est une catégorie de la population que la droite et l'extrême droite adorent attaquer. Bon là, c'est le petit détour politique de la vidéo. Let's have fun
should seize the means of production? Vous avez l'habitude, ne vous en faites pas, ça va avoir du sens. Dans le livre Désir post-capitaliste qui a été publié en 2016, le professeur Mark Fisher analyse comment Trump adore diaboliser ses élites, qui traditionnellement sont libérales, voire progressistes, et donc assez opposées à Trump et compagnie. C'est une stratégie qui avait déjà été utilisée par Nixon à l'époque, et dont l'un des buts est de faire émerger une classe ouvrière identitaire, souvent blanche, qui va être opposée aux élites culturelles libérales, mais qui se retrouverait comprise et soutenue par les élites plus à droite, plus réactionnaires, plus riches. Élites richissimes à propos desquelles on peut faire miroiter une appartenance vague dans un futur plus ou moins lointain. C'est un grand classique de nos discours politique. Et là vous allez nous dire, mais les filles, c'est quoi le rapport entre ce discours et les discours sur la gentrification? Eh bien pour nous, cette approche, elle est tellement commune aujourd'hui qu'on va l'utiliser dans toutes nos analyses face à tous nos problèmes. On en revient au « Ah, c'est la faute des matchas et des bobos, des parisiens fashion et libéraux, que les prix augmentent et que tout le monde morfle ». On le redit, il y a du pertinent dans ce discours. Ces catégories peuvent exercer une violence symbolique et être le visage de ce système. Mais cette hyper-focalisation, elle détourne notre attention des gens qui dirigent le système. Parce que la grande bourgeoisie, les 5%, les 1%, ils gentrifient pas tant que ça en apparence. Eux, ils sont ouvertement racistes et classistes, donc ils restent bien entre eux dans leurs quartiers, qui sont parfois même barricadés. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne les empêche pas de nous causer des très gros problèmes. Si vous voulez prendre un moment pour faire un peu de méditation, c'est maintenant parce qu'on s'apprête à vous dropper des informations très énervantes. L'un des enjeux majeurs de la gentrification, ce sont les logements. Or, on vit en pleine période de crise où les logements sont de plus en plus chers et de plus en plus rares, notamment dans les centres-villes, ce qui fait que tout un pan de la population va se retrouver obligé ou va choisir de déménager dans un quartier qui va être plus abordable. Ce qui va faire avec le temps que des personnes précaires qui vivent dans ces quartiers plus abordables vont devoir bouger dans d'autres quartiers plus abordables. C'est le bordel, ça donne lieu à un effet domino catastrophique. Et ça se retrouve dans tous les pans de la vie. Typiquement, en France maintenant, on retrouve des prix à la parisienne absolument partout. Il y a vraiment eu un changement drastique depuis quelques années. Pour revenir au logement, aujourd'hui, 4 millions de personnes sont mal logées en France, donc dans des logements insalubres, précaires, hébergés chez des proches. 24 000 ménages se sont fait expulser de chez eux faute de moyens en 2024, et 350 000 personnes sont sans abri, dont 3 000 enfants. Mais comment on a pu en arriver là ? On va pas vous faire un cours d'économie, sinon on y serait encore demain matin, mais Blast a réalisé une excellente vidéo sur la crise du logement. La journaliste Salomé Saké y explique notamment que le gouvernement a massivement désinvesti dans la construction des HLM, donc d'appartements qui sont beaucoup plus abordables. Forcément, ça crée une pénurie de logements accessibles. Mais, notamment à Paris, qui est l'une des origines de ce phénomène domino, on a un autre problème. Vous ne le savez peut-être pas, mais à Paris, il y a près de 145 000 logements vacants. Cette info, elle va peut-être vous étonner si vous n'avez pas de potes qui cherchent un appart à Paris depuis des mois et des mois en vain. L'offre locative a été réduite par 3 à Paris depuis 1945, alors que il y a de plus en plus de gens et que tous ces gens, il faut bien les loger. Mais à votre avis, à qui est-ce qu'ils appartiennent tous ces appartements vides ? Eh ben, à des multipropriétaires, des particuliers qui sont explosés de thunes et qui préfèrent garder leur appart sans les louer. Là vous vous dites peut-être, mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les prix parisiens à l'achat sont tellement élevés que si on veut rentabiliser ce bien et le mettre à la location, on le fait avec des loyers beaucoup trop élevés, notamment pour ces apparts qui sont dans des quartiers beaux et qui sont très grands, donc c'est pas accessible à la majeure partie de la population. Donc leurs proprios ont pas envie de se faire chier, alors ils les laissent vides. Juste comme ça. C'est une démographie de gens âgés qui ont profité de l'économie des années 60 et 70 pour construire un capital et qui aujourd'hui ont juste pas envie de s'emmerder. C'est un enjeu énorme, la mairie de Paris a même repéré cette démographie et a lancé tout un programme pour les encourager à prendre des locataires, par exemple en leur proposant de se charger de toute l'administration. Eh bien, gros fail, la majeure partie de ces gens n'a juste pas envie de s'embêter. Donc ils contribuent à ce fameux domino qui fait augmenter les prix dans toute la France. D'ailleurs, 58% des logements en location à Paris sont possédés par des gens qui ont au moins 5 logements. Je sais pas si vous imaginez la richesse de ces personnes. L'autre raison, c'est les résidences secondaires qui sont 145 000, dont 29 000 sont possédées par des gens qui
habitent déjà à Paris. Enfin, on a 24 000 appartements qui sont loués de manière saisonnière pour des Airbnb, tout ça. Bah oui, c'est tellement plus rentable de faire payer des sommes zinzin à des touristes qui seront partis dans 10 jours plutôt que de loger des gens décemment. Tous ces phénomènes, cette obsession pour la rentabilité, ça fait partie de ce que les économistes appellent la financiarisation des logements. En fait, maintenant, les logements, ce sont de véritables actifs financiers à part entière qui doivent être rentables, qu'ils soient gérés par des individus ou par des fonds d'investissement. D'ailleurs, ces entreprises qui rachètent des bâtiments pour vraiment pas cher et qui les transforment en espaces de luxe pour les touristes et ou pour les classes aisées, elles sont en train de foutre la vie des Marseillais en l'air. Pour vous donner une idée, à cause des offres Airbnb et compagnie, l'offre locative à Marseille a baissé de 80% entre 2023 et 2024. Mediapart documente notamment le procès de 4 multipropriétaires et directeurs de fonds d'investissement qui possédaient 40 appartements et qui ont tout fait pour virer leurs locataires locaux. Un mec a carrément embauché un vigile pour décourager les habitants de rentrer chez eux afin de lancer des travaux, de diviser les appartements familiaux en plus petites unités pour les louer aux touristes et aux plus riches. Maintenant, c'est un peu régulé grâce à des lois dont les mairies peuvent se saisir parce qu'il y a plein de villes qui ont vu leur centre-ville se gentrifier puissance 1000 comme par exemple donc Marseille ou même Barcelone, et qui donc essayent d'interdire ça. Mais encore aujourd'hui, près de la moitié des annonces de location touristique à Marseille restent illégales. Donc certes, là, on a 4 personnes, 4 entreprises qui ont été attrapées, mais il y en a des centaines d'autres qui passent sous les radars. À Paris, ce qui est intéressant, c'est que les fonds d'investissement comme l'horrible Blackstone ne s'attaquent pas trop au logement individuel parce que, comme on l'a vu précédemment, la capitale est tellement chère que ce serait pas un investissement rentable. En revanche, depuis les années 90, cette industrie a trouvé une nouvelle cible qui est bien bénéfique, la construction d'immeubles de bureaux. C'est la chercheuse Marine Duros qui dénonce ce scandale dans son livre Immobilier hors sol. Et encore une fois, merci Blast, parce que c'est grâce à eux qu'on a découvert son travail. Figurez-vous qu'en Île-de-France, cette région où on est tous collés comme ça, comme des sardines, et où le moindre centimètre carré coûte 200 €, il y a près de 5,6 millions de mètres carrés de bureaux vides. Ça pourrait représenter des dizaines de milliers d'appartements. Là vous vous dites encore, mais pourquoi? On va vous résumer rapidement la situation. Mais en gros, depuis des décennies, cette petite industrie de l'immobilier de bureau a monté toute une magouille pour construire un max d'immeubles qui ne sont occupés par presque personne, le tout avec la complicité du gouvernement parce que ça rend Paris et la France attractifs pour les investisseurs. Oui, ça n'a aucun sens, regardez la vidéo de Blast, vous verrez qu'on n'exagère pas, c'est exactement ça qui s'est passé. Aujourd'hui, cette combine s'essouffle un peu parce que sur le très long terme, c'est quand même pas rentable qu'il n'y ait pas de locataires et donc de loyers. Du coup, ces entreprises proposent de transformer ces bureaux en logement, en mode trop philanthrope, on voit les Français qui sont en crise, qui galèrent à se loger, donc on va les aider. Sauf qu'ils ne comptent pas du tout les transformer en HLM ou en logement accessible. Ils veulent en faire des résidences étudiantes privées qui coûtent une blinde, des espaces de co-living hors de prix, le tout en isolant mal, avec des petites surfaces, et surtout, ils demandent l'aide financière du gouvernement pour faire ça, notamment en demandant des exonérations d'impôts. Et le gouvernement, sous l'impulsion des macronistes, il a passé des lois pour les arranger au cours des dernières années. Donc, pour résumer, on a des entreprises qui gèrent l'argent de millionnaires, qui ont monté une magouille pour occuper des millions de mètres carrés d'espace qui auraient pu servir à des appartements, qui sont confrontés au fait que la magouille est plus rentable et qui du coup demandent de l'argent public, donc notre argent, pour créer des appartements qui ne nous seront pas accessibles. Et à votre avis, ces immeubles, ils se trouvent où? Eh bien en périphérie, à proximité de quartiers populaires qui sont donc tout prêts à être gentrifiés. Et non, tout ceci n'est pas une blague. On a un abus complet des entreprises et des ultra-riches et une complicité du gouvernement. Le résultat, c'est une catastrophe où on va favoriser les populations les plus riches et donc les quartiers et les commerces vont s'adapter à leur prix. Évidemment, il n'y a pas que ça, notamment pour les prix des courses, il y a plein de raisons géopolitiques ou économiques qui les impactent et c'est pas juste l'avarice des commerçants qui voudraient profiter des habitants les plus riches. Mais bref, vous avez compris, c'est l'un des facteurs de la gentrification et de notre galère économique globale. C'est là que le discours « les bobos et les matchas vont détruire nos vies » se retrouve limité en
termes d'intérêt. Il contient des éléments intéressants, mais si on s'y arrête pour construire nos solutions de lutte, ça reste insuffisant face à l'énormité du système qu'il y a derrière. D'autant que, comme on vous le disait, il y a plein de gens des classes moyennes qui sont rattrapés aussi par la hausse du coût de la vie et qui galèrent. En plus, le symbole des coffee shops comme danger ultime de la gentrification, il est assez limité. Le problème, c'est pas les coffees en soi et compagnie, c'est qu'ils remplacent massivement les commerces plus accessibles, que donc ça fait grimper les prix, et que les gens peuvent s'y sentir discriminés ou jugés. Dans un monde où il n'y a pas de crise économique, des commerces variés et où tout le monde est logé décemment grâce à des loyers plafonnés, on s'en fout qu'il y ait quelques endroits où on peut prendre des bubble tea, taro, rose, sans sucre, perles de tapioca à 8€. D'ailleurs, ça nous paraît assez classiste comme argument de dire que les coffee shops c'est un truc de bourge par rapport au PMU par exemple. Que c'est pas parce que vous venez d'un quartier populaire que vous allez pas aimer le matcha. Alors ok, il y a plein de gens qui aiment pas le matcha, mais c'est parce que c'est amer, enfin bref, c'est pas ça le sujet. Vous voyez, on essaye d'avoir des conversations qui sont complexes sur cette chaîne. En tout cas, nous pouvons tous nous mobiliser contre la hausse du coût de la vie, parce que il y a des millions de gens qui se noient. On va parler de solutions concrètes dans le chapitre 3, mais en attendant, il faut qu'on vous parle d'une autre dinguerie. On le voit bien, c'est la catastrophe en France hexagonale, mais pas que, parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas évoqué forcément les Outre-mer, et pourtant ils ne sont pas en reste. Par exemple, vous voyez la Réunion, c'est un département qui se situe dans l'océan Indien et qui est très tendance en ce moment. Les influenceuses adorent poster des TikTok de leur séjour sur l'île Intense. Premier jour à la Réunion et je suis déjà amoureuse. On fait rien comme tout le monde. Alors quand on a décidé de partir en vacances à la Réunion, on s'est dit qu'on allait rester 3 mois. I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming for her. Je vous emmène dans un nouveau vlog à La Réunion. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur ce nom, l'île Intense? Genre les gens sont tellement anesthésiés par leur vie qu'ils ont besoin de faire 11 000 km pour ressentir quelque chose. Enfin bref. Derrière les images idylliques, il y a des centaines de milliers de vies qui sont dégradées. Pour comprendre pourquoi, on va revenir de manière très résumée sur l'histoire de l'île. C'était une île sans présence humaine, colonisée en 1640 par les Français, qui au fur et à mesure des décennies vont kidnapper et amener des dizaines de milliers de personnes d'Afrique de l'Est, de Madagascar, pour donc en faire des esclaves et recréer une société hyper hiérarchisée, hyper raciste et hyper violente sur l'île. On saute quelques siècles pour aller en 1848, quand les révoltes des esclaves ont payé et que la France annonce l'abolition de l'esclavage sur l'île. Trop sympa le gouvernement. Sauf qu'il y a un petit twist. Les anciens propriétaires d'esclaves vont être dédommagés financièrement pour leurs pertes, ils vont rester sur l'île et ils vont continuer de posséder les terres. Résultat, les anciens esclaves, il faut qu'ils aient du travail pour pouvoir vivre, donc ils continuent de bosser pour les colons, mais cette fois pour un salaire de merde. Donc on est passé de l'esclavage assumé à l'exploitation et le système hiérarchique reste en place. En plus, la Réunion n'a jamais obtenu son indépendance. Il n'y a pas eu de vote et elle est devenue un département en 1946. Comme pour beaucoup de terres qui ont été colonisées, en fait, la France exerce un système d'emprise qui est tellement intense que c'est très difficile de s'en défaire. Et évidemment, la gentrification a un rôle à jouer là-dedans. Mais avant de revenir à notre sujet, on vous donne la fin du contexte. La Réunion, c'est une société extrêmement métissée, parce que les personnes qui ont été amenées venaient de différentes zones du monde, mais aussi parce que, trigger warning, il y a eu des viols massifs par les colons blancs sur les personnes racisées, et aussi tout simplement des relations mixtes. Il y a aussi des personnes qui sont originaires d'Inde et de Chine, qui ont été amenées par ce qu'on appelle l'engagisme, donc ça crée vraiment beaucoup d'origines. En bref, d'un côté, on a les personnes créoles, donc qui sont issues de tout ce métissage réunionnais, et de l'autre, on a les oreilles. Des Français, donc, qui viennent de France hexagonale, qui se sont installés au cours des dernières décennies, des derniers siècles, ou très récemment. C'est la Claire de la post-prod. Pour étoffer ce chapitre, on a comme d'habitude interviewé des personnes concernées,
notamment des militantes de Marron Kaubuntu, c'est-à-dire la branche féminine du parti indépendantiste réunionnais Kaubuntu. Vous allez les voir à différents moments de ce chapitre, mais avant ça, je vous présente leur parti rapidos. En gros, leur philosophie repose sur 5 piliers. Le droit à l'autodétermination des peuples, donc c'est-à-dire le respect du droit international, l'indépendance de la Réunion, qui pour le moment est une colonie, l'unité et la solidarité africaine, car Kaubuntu considère que la Réunion est une île africaine, l'internationalisme, c'est-à-dire la solidarité entre tous les peuples opprimés, et leur dernier pilier, qui est le gros enjeu du moment, la conscientisation, c'est-à-dire l'information pour que les personnes réunionnaises puissent comprendre leur histoire et leur situation actuelle. Et comme vous allez le voir, Kaubuntu a de très bonnes raisons de revendiquer tout ça. Et figurez-vous qu'aujourd'hui à La Réunion, 36% de la population vit sous le seuil de pauvreté sur 896 000 habitants. Mais la majorité de l'administration, du tourisme, de la direction des institutions, de l'enseignement, de la médecine, etc., sont possédés et dirigés par des oreilles. Aujourd'hui encore, il y a une véritable domination qui est exercée par ces populations sur les populations locales, comme au temps des colonies. Wouh! Il y a beaucoup de oreilles qui arrivent à La Réunion avec un emploi, avec un logement et avec des contacts sur place. Ils vont aussi souvent avoir la prime de vie chère qui va énormément les aider pour vivre décemment à La Réunion. Comparativement à ça, il y a beaucoup de Réunionnais, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui souhaitent revenir après leurs études ou après avoir fait plusieurs années pour le travail, qui ont beaucoup de difficultés et qui d'ailleurs, des fois, sont contraints, même une fois être revenus à La Réunion, de repartir en France. Parce qu'ils trouvent pas en fait de solution pour vivre. Et ça montre en fait que le système il défavorise en fait de façon organisée, on va dire, les Réunionnais sur leur propre territoire. Et comme si ça ne suffisait pas, depuis quelques décennies et plus particulièrement depuis le Covid, il y a énormément de Blancs qui viennent s'installer à La Réunion ou faire du tourisme en masse. Déjà, pour les voyages, on comptait près de 450 000 touristes venus de l'Hexagone en 2024. Pour près de la moitié d'entre eux, c'était leur premier séjour. 86,2% voulaient revenir et 98% recommandent la destination à d'autres personnes. Et pour les installations définitives, on précise que c'est difficile à estimer parce que la France interdit les statistiques ethniques, mais qu'il y a quand même des gens qui essayent de se débrouiller pour avoir des statistiques. Le nombre de oreilles est passé de 11% en 2011 à 14% de la population en 2024 et les projections donnent un pourcentage de plus de 25% de métropolitains en 2040. Vraiment, c'est massif. À chaque fois qu'on parle de La Réunion, il y a quelqu'un pour dire « Ah, mon ex s'y est installé »,« Ah, ma mère rêve d'y aller » ou « Ah, la cousine de ma tante y va tous les étés ». Et là, vous vous dites peut-être « Mais pourquoi vous parlez de La Réunion au départ ?» Eh bien, je suis obligée de vous raconter un peu ma vie privée, mais mon copain est créole réunionnais et on a énormément discuté de la gentrification et de la colonisation de l'île et ça nous tenait à cœur d'en parler dans cette vidéo. Notamment parce que ça contribue à l'augmentation des prix qui ont bondi. C'est 37% plus cher de faire ses courses à La Réunion qu'en France hexagonale et les prix de l'immobilier ont augmenté de 37% en 5 ans. Vraiment pour les courses, c'est astronomique là-bas, c'est plus cher que Paris. Je le sais parce que j'en reviens, parce que mon copain m'a invité et globalement si les locaux ne vous convient pas, on vous conseille plutôt de ne pas venir. Mais bref, c'est vraiment une dinguerie. Bien sûr, c'est couplé à d'autres phénomènes politiques et économiques. Mais l'arrivée massive d'une population qui est plus aisée et qui est favorisée par le système raciste qui n'a jamais quitté l'île, ça donne lieu à de la gentrification qui pourrit la vie des gens. Comme on l'a dit, il y a les loyers qui ont augmenté. Pourquoi ils augmentent? Donc ça aussi, c'est important de bien l'avoir en tête. C'est lié aux différentes colocations. Parce qu'effectivement, quand tu as un appartement où, avant, je dis n'importe quoi, c'était 700 € et maintenant, tu as 3 chambres dedans et qu'en tant que oreilles, les personnes arrivent avec leurs privilèges et qu'ensuite, du coup, chacun dit, moi, je peux mettre 700 € pour une chambre et que, du coup, on passe à 2100 €. Du coup, un appartement, les Réunionnais aujourd'hui ne peuvent plus se loger. Il y a aussi énormément de locations saisonnières ou aussi d'appartements vides. C'est juste pour aller, je viens en vacances, j'ai ma petite maison et voilà. C'est vraiment les terrains maintenant qui sont hors de prix. Et il y a un sujet qui est hyper important à noter, c'est les expropriations.
Donc les expropriations, c'est en fait aujourd'hui des gens qui ont des terrains mais qui n'ont pas forcément les titres fonciers. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas forcément ça. En fait, on te donnait la maison de génération en génération. Toi, tu récupérais la maison, il n'y avait pas forcément un écrit, etc. Et du coup, aujourd'hui, il y a des gens, ils se retrouvent à ne plus avoir en fait leur terrain, ils sont expropriés, ils se retrouvent sans rien en fait. Et on voit même en fait aujourd'hui beaucoup d'agents immobiliers en fait qui démarchent les gramounes qui n'ont pas forcément de la famille à proximité, parce que la famille parfois est en France, pour leur dire vous voyez cette maison, on peut vous la prendre, on peut vous l'acheter 150 000. On te dit comme ça te paraît beaucoup. Mais en fait, déjà, en général, c'est sous-évalué. Et puis après, c'est quoi? C'est que la personne a récupéré ses 150 000 et puis derrière, elle ne peut plus rien acheter. Et elle va se retrouver à devoir louer un appartement, etc. Du coup, il y a beaucoup de Réunionnais aujourd'hui qui ne peuvent plus vivre dans certaines zones. Dans l'ouest, donc Saint-Gilles, etc. Dans le sud-ouest, vers Saint-Pierre. Et donc, c'est vrai que tout ça, là, donc le fait de se sentir exclu d'un point de vue spatial, d'un point de vue économique, les magasins qui ouvrent, c'est pas des magasins pour toi, t'es pas à l'aise parce que c'est pas des prix abordables pour toi. Les coffee shops, ça correspond pas à ta culture forcément quand t'as un certain âge ou autre. Ça crée un sentiment de dépossession et d'injustice. Et en plus, beaucoup de gens arrivent avec une attitude très coloniale. En fait, tout le monde doit s'adapter à leur mode de consommation, leur culture, leur mode de vie, etc. Puerto Rico está bien cabrón, de Carolina sale el reggaetón y los Quelques petits exemples. Anecdote 1, sur la plage de l'étang Salé, au sud-ouest de l'île, il y a du sable noir. C'est joli, mais ça crame sacrément les pieds. Jusqu'ici, pas de problème, on met des savates, on va vite sur la serviette, et tout va bien. Mais non, certaines personnes, adeptes du tennis ou du beach volley, voulaient vraiment en faire, tout en restant pieds nus bien sûr parce que c'est plus agréable. Du coup, la mairie a fait importer 400 tonnes de sable blanc d'Égypte pour pouvoir créer des petits carrés comme ça blancs sur lesquels faire son sport. Coût total de l'opération, 548 000 €, évidemment d'argent public. Et les locaux vous le diront, à l'étang Salé, c'est très majoritairement des oreilles qui font ces activités. Anecdote 2. En septembre dernier, le pôle régional de la musique actuelle cherchait son nouveau président. Leur activité, c'est de promouvoir la musique jeune, traditionnelle et locale. Du coup, ils vont autant mettre en avant des jeunes rappeurs que des gens qui font du maloya. Cette musique qui était jouée par les esclaves et qui est très importante pour l'île. Du coup, a priori, pour occuper ce poste, il faut quelqu'un qui est un expert dans le domaine, qui connaisse bien l'histoire de l'île et qui puisse, se mettre à la place des musiciens, n'est-ce pas? Pour ce poste, ils avaient le choix entre des experts créoles et Alexandre, un jeune mec tout droit débarqué de Grenoble et qui, je cite, aime refaire le monde en regardant les étoiles. À votre avis, qui a eu le poste? Et quelle était la réaction d'Alexandre face aux protestations? Il s'avère qu'à La Réunion, il y a un rapport particulier et très fort à la musique. Merci et bravo Alex, c'est bien de t'en être rendu compte après t'être battu pour obtenir ce poste. Anecdote 3, comme on vous le disait, il y a des populations indo-descendantes à La Réunion. Ça inclut notamment le groupe ethno-linguistique des Tamouls. En fin d'année dernière, une famille membre de ce groupe voulait rendre hommage lors d'un rite funéraire à leur grand-mère, leur arrière-grand-mère et leur maman qui étaient décédées. Donc ils l'ont fait sur la plage de Saint-Pierre, sauf qu'un oreille faisait une sieste dans son hamac. Donc il a considéré qu'il était dérangé et il a décidé de filmer la famille pour les diffuser sur les réseaux sociaux. On squattait avec ton hamac, on squatte juste devant toi, là. Voilà, juste là. On peut pas attendre, on parle bien fort, on fait chier tout le monde. Cette personne a sali ma famille qui venait rendre hommage à notre mère, grand-mère et arrière-grand-mère partis récemment. Outre ses propos injurieux envers la famille et ma grand-mère décédée, il les a filmés sans leur accord et les a affichés sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que dans notre deuil, on a besoin de ça? Vraiment, on pourrait vous en raconter comme ça jusqu'en 2027. Un autre aspect important qu'on a déjà un petit peu évoqué via l'anecdote précédente, c'est le shaming et les attaques envers les pratiques traditionnelles locales. Par exemple, le créole réunionnais est de moins en moins parlé et les médecins et les enseignants qui viennent s'installer sur l'île ne prennent pas la peine de l'apprendre. Il y a plein d'enfants à l'école qui se font engueuler s'ils parlent autre chose que le français. On a parlé de tout ça avec Quentin Ishiza. Je pense que la gentrification attaque les cultures locales de la Réunion dans le sens où si la gentrification c'est un phénomène qui est associé du coup à la blanchité, puisque du coup c'est les personnes blanches bourgeoises qui viennent à la Réunion, c'est aussi ça qu'il faut dire quand on parle de gentrification, en tout cas on parle de ça. L'arrivée de cette classe bourgeoise du coup majoritairement blanche fait que il y a aussi tout un fantasme qui arrive aussi avec
notamment cette espèce de fantasme de la carte postale et de l'île paradisiaque. Ce fantasme-là, il conduit pour moi à l'effacement de la culture parce que la culture devient inconsommable en fait. Elle n'est pas vue à travers toute son intégrité et sa complexité et son bruit. Elle est vue à travers uniquement ce qui peut être consommé, ce qui est joli, ce qui est les couleurs, c'est joli, mais par exemple ça va être joli une fois, 2 fois pour eux, et si ils sont réveillés par la mosquée ou la chapelle, là ça va plus aller. C'est ce truc-là du rapport entre la bourgeoisie et le silence. Pour moi c'est un peu la continuité aussi de ce truc-là de possession, et ce truc-là d'effacement de la nature aussi. Ce truc-là de ne pas pouvoir accepter le bruit et la nature prédominante des choses, qui est le chaos en fait tout simplement. Et du coup tout ce qui échappe au confort en fait qui est créé par cette espèce de mission civilisatrice-là, ça devient extrêmement agaçant pour eux. Et dans ce sens-là, puisque nous, nos cultures prédominantes, ça va être des cultures tamoules, chinoises, nous disent arabes, mais c'est pas des arabes, c'est du coup les Indiens du Gujarati, du coup du Nord, nous on appelle les arabes, c'est des cultures bruyantes en fait. On va avoir la mosquée, on va avoir les tambours malbars, on va avoir les cérémonies chinoises. C'est des cultures qui sont très visuelles, ça a une odeur, ça a des codes visuels, les sacrifices d'animaux, les offrandes et tout, les cérémonies, tout ça. Et du coup, oui, ça prend de la place. Quand on parle de gentrification, on parle d'effacement, on parle de remplacement. Et du coup, ce qui prend de la place, il faut le supprimer. Du coup, oui, forcément, ça touche. Vous le voyez bien, à un niveau global comme interpersonnel, la présence de plus en plus forte des oreilles contribue à l'asservissement économique et à la dégradation des cultures locales. Et ça, c'est des mécanismes de base du colonialisme. Comment on sort de tout ça ? Eh bien, les solutions provoquent des débats assez vifs, mais notre position, en gros, c'est qu'à moins d'avoir des liens familiaux, romantiques, émotionnels avec des personnes locales qui vous convient, eh bien le mieux c'est juste de ne pas y aller. Et évidemment de ne pas y emménager. Notre approche, elle s'aligne avec celle des mouvements indépendantistes, donc qu'on soutient comme Kaubuntu, mais qui ne sont pas forcément majoritaires à La Réunion. Déjà parce que les oreilles détestent ça, mais on vous le dit tout de suite, tout commentaire de oreilles qui vient légitimer la colonisation sera bloqué, donc ne vous donnez même pas la peine. En revanche, si vous êtes une personne créole et que vous êtes en désaccord avec les personnes qui ont parlé ou avec notre analyse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour finir, on aimerait analyser un argument classique de la justification de la domination coloniale. Mieux, mais la France est là pour aider, sans elle l'économie s'effondrerait. Alors là, on pense dans le mauvais sens. C'est plutôt la France a monté un système économique cauchemardesque dont il va être difficile effectivement de se sortir. Mais d'où l'utilité de faire des plans sur le long terme. Par exemple, lorsque Haïti lui a échappé, la France a tout fait pour foutre son économie et sa politique en l'air. Il y a une super vidéo d'Histoire Crépue sur le sujet, on vous la conseille, vous verrez, c'est rageant. Pour revenir à La Réunion, la France elle aide en rien, sinon il n'y aurait pas autant de pauvreté et autant de racisme. Et tout est fait pour que l'île reste dépendante. Par exemple, malgré de larges terres cultivables, il n'y a aucune souveraineté alimentaire parce que toutes les subventions agricoles vont à la culture de la canne, pour le sucre et le rhum, comme au temps des colonies. Bref, c'est un vrai système d'emprise. Et en tant que féministe, ça nous a fait penser à un parallèle. Imaginez un homme qui maltraite sa compagne et qui lui dit « Si tu t'en vas, je prends tout l'argent, tous les comptes en banque, tu seras dans la merde, tu ne pourras plus rien faire. » Et ok, je te tabasse, mais d'autres hommes, et dans le cas de notre métaphore, d'autres puissances mondiales pour La Réunion, d'autres hommes pourraient te faire tellement pire que moi. À quelle heure ça, on dit que c'est une relation équitable ? Tu peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Pour nous, il faut en fait revoir tout le système et le modèle économique. Donc on a aussi le problème du capitalisme qui met le profit au centre et donc nous, on veut remettre le peuple, le vivant, donc que ça soit être humain, nature, etc. au centre. Et on veut une économie qui répond d'abord aux besoins des personnes. Donc se loger, se nourrir, travailler, vivre dignement et pas une économie qui est en fait un marché. Pour ça, il faut qu'on ait l'autodétermination et donc l'indépendance, qui sont des moyens de décider par nous-mêmes de notre économie, de notre modèle social et de nos priorités pour La Réunion, et du coup de construire une alternative qui sera plus juste pour le peuple réunionnais. Et c'est pour ça qu'en fait, au tout début, quand je t'ai donné les 5 piliers, je t'ai dit qu'en fait, nous déjà, notre vraiment premier pilier, c'est la conscientisation, parce que tant que les Réunionnais ou les Réunionnaises n'auront pas conscience de cet enclos colonial dans lequel nous sommes enfermés, et c'est très difficile en fait de se rendre compte qu'on est emprisonné dans une cage
qu'on pense doré mais qui n'est pas réellement doré. Parce qu'on est tellement matrixé en fait, et on est tellement entre guillemets dans le jus de cette société, on se rend pas compte, enfin pas forcément compte dans le quotidien de toutes ces inégalités. On les vit, on les ressent, mais on n'a pas forcément toujours conscience en fait de ça. Et donc on a commencé il y a peu de temps à ouvrir une consultation publique pour recenser les besoins des Réunionnais. Par la suite, on souhaite faire des rencontres, donc encore une fois publiques, pour commencer à réfléchir en groupe sur ce qu'on veut collectivement pour la société, la future société réunionnaise. On se dit, en fait, non, il y a différentes façons de penser ce monde et de vivre dans ce monde, que toutes les personnes, en fait, se rendent compte qu'on a tous un rôle à jouer dans ce système, en fait. Qu'on soit, en fait, en France ou peu importe, les problématiques apportées par le capitalisme, en fait, on y fait tous face. Là, le thème, on l'a dit, c'est la gentrification, mais on souffre tous de cette gentrification. Donc, c'est vrai que je pense que c'est vraiment ce système capitaliste qu'on doit repenser et vraiment se demander si c'est dans ce genre de société dans lequel on veut continuer de vivre. Et est-ce qu'on veut continuer dans ça ou est-ce qu'on veut justement s'affranchir de tout ça et penser collectivement à une façon de vivre dans ce monde. Évidemment, les discussions sur la décolonisation sont complexes et sur le long terme. Mais si les oreilles pouvaient arrêter d'aller emménager, d'aller gentrifier et de prendre les postes à responsabilité, ce serait déjà une bonne première étape. Bref, comme vous le voyez, que ça soit en France hexagonale ou à La Réunion, c'est la vampirisation des ressources à tous les étages. Mais ce qui est fou avec ces histoires, c'est que les gens qui vont gentrifier invoquent très souvent le bien-être, la reconnexion à la nature, des valeurs assez spirituelles, etc. Mon mec avait par exemple croisé une femme dans l'avion qui lui avait expliqué qu'elle a travaillé si dur et qu'on est tous frères et que donc elle méritait d'aller s'installer là-bas, encore une fois en pensant à son bien-être sans considérer celui des autres. Sauf qu'en encourageant la gentrification, ces gens, ils participent à foutre un cadre de vie en l'air en ramenant les problèmes qui ont foutu leur cadre de vie originel en l'air. Vous voyez l'ironie. C'est un phénomène qu'on retrouve carrément avec les digital nomades. Ces gens qui organisent leur vie autour du télétravail, qui taffent pour des boîtes occidentales et qui en profitent pour aller s'installer dans des endroits comme Bali parce que le cadre de vie est tellement plus zen et relaxant. Sans parler des influenceurs avec eux, c'est la roue libre. Yeah, I probably needed a hug, but instead we're going to Bali to get my palm read, chakras realigned, and energy cleansed. And all I have to say is if this is not already on your bucket list, add it right now because this shit is intense. Welcome to Bali. Habibi, come to Bali. Stop. Bali est-elle en train de se faire coloniser? If you only have 2 weeks to explore Bali, this is how I would spend it if it was my first time visit. Enfin bref, le colonialisme basé sur des valeurs de bien-être et de spiritualité, c'est vraiment le truc au XXIe siècle. Bali en souffre beaucoup, comme on le disait, mais aussi l'Argentine, où les gens vont se taper des délires spirituels avec de l'ayahuasca sans avoir aucun lien avec les communautés qui ont inventé cette pratique. Plaza América, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Pérou, Équador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana. Il y a un peu une famine de spiritualité en Occident qui encourage tout ça et qui donc encourage cette forme de gentrification coloniale. Cet enjeu est directement adressé dans le livre de l'autrice Claire Touzard, qu'on cite à chaque vidéo, Folie et résistance, à la page 181. Une femme autochtone disait ceci: si les Américains ont tant de mal à vivre et s'autodétruisent, c'est qu'elles vivent sur une terre volée, une terre qui n'est pas la leur, et cela détruit jusqu'à leur organisme, car leur rapport à cette terre n'est pas naturel et elles ne savent pas comment l'habiter. L'interconnexion, c'est aussi cela. Le fait que nos corps pourrissent, que nos psychés rétrécissent avec le suprémacisme, avec la domination, que même les corps et les psychés des dominantes, eux, entrent en putréfaction. Car elles ont créé tant de systèmes contre-intuitifs, leur bien-être repose tellement sur le rapt et la mort, qu'elles finiront elles aussi tuées, décomposés par leur propre système. Ni la science ni les médecins hors de prix ne protégeront les corps aisés des pesticides et des ravages du réchauffement climatique. Bon, c'est encore une digression, mais vous nous aimez pour ça. Pour nous, toute cette insistance sur le bien-être cache un mal-être profond dû au système capitaliste. Ça marche aussi pour la gentrification plus classique en France hexagonale. Les symptômes sont souvent des boutiques qui sont certes très axées sur la consommation, mais qui utilisent souvent des produits prétendument très sains, comme par exemple
le matcha. C'est un petit peu des miettes de consumérisme pour nous aider à oublier qu'on vit dans une société où il est très difficile, voire impossible, d'épargner ou de faire des plans sur l'avenir si on ne vient pas d'une famille riche. Un autre argument très utilisé, c'est celui du cadre de vie. C'est bien, il y a de l'espace, de la verdure, des endroits pour les enfants. J'étais parisien avant dans le 19e et on a eu l'opportunité de bouger à Pantin, donc on a acheté dans du neuf ici là. Pour pas mal de raisons, parce que y a beaucoup d'espace et avoir comme ça, un espace comme ça qu'on peut avoir à Paris, c'est quasiment impossible. Beaucoup de personnes parlent aussi de la mixité sociale, que c'est important de côtoyer et de voir des gens différents de soi. Sur le principe, ça se comprend, mais on trouve quand même ça un peu étrange, selon les cas, quand les gens en parlent vraiment tout le temps, pour se donner une image un peu progressiste, ouverte d'esprit, alors que concrètement, ils côtoient pas tant que ça des gens différents au quotidien, juste ils les aperçoivent de loin dans la rue, et qu'encore une fois, ils ne réfléchissent pas à l'impact que leur emménagement peut avoir sur ses voisins qu'ils veulent tellement côtoyer. On le rappelle, plein de gentrifieurs le font alors qu'ils n'ont pas de choix et participent accidentellement à la hausse des prix dans leur nouveau quartier. Mais pour tous ceux qui l'ont choisi, notamment pour le cadre de vie, est-ce que vous vous battez vraiment pour tout ça? Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre d'enfants qui ne sont pas les vôtres? Est-ce que vous avez tissé des liens avec votre voisinage? Est-ce que vous êtes allé voir, je sais pas moi, les associations locales de lutte contre les violences policières ou encore le racisme? Est-ce que vous vous êtes battu pour votre quartier d'origine avant de l'abandonner? Est-ce que vous bossez pour une boîte qui est bien pourrie, bien capitaliste, sans jamais en avoir quelque chose à faire de leur impact? Vous avez compris, au-delà des petits gestes individuels, on pense qu'il y a une véritable repolitisation de l'habitation qui est à faire. Et comme d'habitude sur cette chaîne, on ne vous laisse pas sans proposition d'action concrète. Déjà pour La Réunion, vous pouvez suivre tous ces comptes, voire les soutenir financièrement et aller vous informer grâce à eux. Nous on est juste des messagères, vraiment prenez le message à la source. Et aussi, osez avoir des discussions inconfortables avec vos proches qui veulent partir en vacances, voire y emménager, etc. C'est important de le faire. Généralement, pour la gentrification dont on vient de citer plusieurs sources, eh bien, il y a plusieurs solutions systémiques. Notamment, un plafonnement drastique des loyers qui est réellement appliqué avec des moyens humains. Parce qu'à Paris, non seulement c'est pas suffisant, mais en plus il y a plein de proprios qui n'en ont absolument rien à foutre. Si on était tous logés à la même enseigne, ça ira déjà mieux. Ensuite, des législations sur la multipropriété. Soit on empêche aux gens d'avoir 5 logements, parce que pourquoi faire? Soit on les re-encourage à louer avec des giga-taxes sur les logements qui sont vacants là. Là on est à 2000 balles par an, venez on demande 50 000 balles par an et par logement vacant et on utilise cet argent pour des logements sociaux. D'ailleurs, plus de logements sociaux qui soient gérés par les services publics et pas par des investisseurs. Et pour ce qui est des millions de mètres carrés de bureaux vides là, de notre chapitre 1, si c'est pas transformé en logements décents et abordables sans piquer nos impôts, eh bien on réquisitionne. Et là les gens vont dire quoi? Mais c'est du vol, le travail des actionnaires qui ont mis tellement de temps là-dedans, c'est du communisme, c'est la dictature. Premièrement, rappelons-nous d'une petite leçon de CM2. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Bah pour nous, spéculer et monter des arnaques semi-légales pendant des décennies pour rendre des millionnaires encore plus millionnaires alors que des gens crèvent à la rue, bah c'est dépasser un peu les limites de sa propre liberté. Deuxièmement, ça s'est déjà fait en 1995 par Jacques Chirac, un mec bien de droite. C'est juste que la fenêtre d'Overton s'est tellement décalée à droite qu'aujourd'hui, la simple idée que les ultra-riches puissent payer pour les conséquences de leurs actions, eh bien ça terrifie les gens. Mais en fait, réveillez-vous, vous ne ferez jamais partie de cette caste, alors améliorez votre vie et celle de vos voisins et arrêtons de les protéger. Tout ça, c'est évidemment relié à nos représentants politiques comme le Sénat et les mairies. Et ça tombe bien, c'est bientôt les municipales, l'occasion de changer vos territoires. Nous, en ce qui nous concerne, on va voter pour un programme de renouvellement, donc c'est-à-dire à gauche. D'ailleurs les gars, j'ai dit nous, mais en fait moi je suis belge, je ne peux pas voter, je suis désolée. Regardez bien vos contextes locaux, mais souvent c'est LFI qui propose les programmes les plus concrets. À nouveau la Claire de la post-prod, on tenait à réaffirmer notre soutien à LFI vu la diabolisation lunaire des dernières semaines. Pour info, j'enregistre ça le 24 février. On vous invite à lire ces articles et ces posts pour rattraper l'actu si vous l'avez manqué. Et si vous voulez étudier l'inversion du réel par les fascistes, les médias et les politiques, on avait déjà fait une vidéo là-dessus il y a un an. Bref, on sait quoi faire le 15 mars. Bien sûr, ne laissons pas tout le pouvoir aux politiques. Vous pouvez prendre la situation en main vous-même.
Pensez à tous ces apparts et à ces bureaux vides dans le 8e et le 7e arrondissement. Ah pardon, on me dit dans l'oreillette que c'est du squat et que c'est illégal. D'ailleurs, il y a une loi hyper exigeante qui a été passée en 2023 pour le condamner. Si ça vous intéresse, mais purement pour l'amour de l'information, il y a un super blog qui analyse cette loi et tous les impacts qu'elle peut avoir. Vous pouvez jeter un œil. Vous pouvez aussi monter et intégrer des collectifs de quartier pour y préserver la vie. Par exemple, en 93, Bouygues a racheté un gros pâté de maison dans le 19e, juste au-dessus des Buttes-Chaumont quartier qui à l'époque était assez populaire et pas cher. Sauf que Bouygues voulait faire des immeubles énormes, zéro aménagement pour la collectivité, et surtout voulait mettre des grilles autour de ce quartier en mode gated community, ce qui empêcherait les locaux de la traverser. Ils voulaient faire ça dans le 19e. Hilarant. Face à ça, l'association Vivre Buttes-Chaumont a mobilisé environ 400 personnes pour lutter. Un avocat a déposé des recours auprès de la justice, ce qui a bloqué les prêts bancaires dont Bouygues avait besoin pour construire, et ils ont été obligés de négocier un peu avec les habitants du quartier. Du coup, ils ont obtenu que le quartier soit ouvert, donc pas de gated community, que les immeubles soient moins hauts et qu'une crèche soit installée. Alors ça reste une petite victoire, il n'y a pas eu de HLM ou quoi que ce soit parce que la mairie de Paris n'a pas repris le projet à la place de Bouygues, mais ça nous montre déjà qu'en collectif, on peut s'organiser et obtenir des avancées. Et ce, même si les gens contre qui on se bat sont des gros salopards, pour citer mes parents d'où nous tenons cette anecdote. Enfin bref, où que vous en soyez dans votre vie de quartier, votre recherche ou votre survie dans votre logement, on vous envoie plein de force et plein de soutien. C'est une période qui est hyper difficile pour tout le monde, on est un peu tous tétanisés par rapport à tout ce qui se passe, mais le meilleur remède, c'est l'action. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et ce malgré les bruits de perceuse. Et merci à Quentin, Clara et Batoul. Allez suivre leur travail sur les réseaux et allez les soutenir. On va s'arrêter là, sinon on est encore là la semaine prochaine, même si ce sujet est vraiment extrêmement intéressant. C'est très complexe, on a survolé beaucoup de choses, vous nous pardonnerez, j'espère. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes une économiste, n'hésitez pas à rajouter des choses dans les commentaires. N'hésitez pas à ajouter vos précisions et idem si vous avez des anecdotes de gentrification ou de lutte sociale, on adore discuter et réfléchir avec vous dans les commentaires. Community Source Wisdom. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et surtout de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. On est toujours hyper émus de voir que la communauté continue de s'agrandir. Bye!